patrimoine, c'est en ces mots que se résument les thèmes de la conférence des parties sur la désertification de l'Afrique. Cet appel au pays à l'action est voulu pour faire en sorte que la terre, qui est la source de vie, continue de profiter aux générations présentes et futures. Pour les organisateurs, la COP15 est un moment clé dans la lutte contre la désertification et la dégradation des terres. Face à ce défi majeur, une nouvelle politique forestière ainsi que sa stratégie de mise en œuvre ont été adoptées en vue du renouvellement de 3 millions d'hectares de forêt à l'horizon 2030 pour un montant de 616 milliards de francs CFA, soit environ 1,1 milliard de dollars américains. Cette stratégie fait la promotion de l'agroforesterie et fait appel au secteur privé pour la reconstitution du couvert forestier. Toutefois, il faut aujourd'hui aller plus loin et mobiliser de nouveaux partenaires, à savoir les entreprises du secteur privé impliquées dans les chaînes de valeur des produits agricoles. La conférence a influencé les décideurs à prêter attention à la restauration des milliards d'hectares de terres dégradées d'ici à 2030, la pérennité de l'utilisation des terres face aux impacts du changement climatique et la lutte contre l'augmentation des risques de catastrophes telles que les sécheresses, les tempêtes de sable et de poussière ainsi que les incendies des forêts. La dégradation des sols affecte 52% des terres agricoles, menaçant ainsi l'existence de 2,6 milliards de personnes qui dépendent directement de l'agriculture. La désertification et la sécheresse causent la perte de 12 millions d'hectares chaque année, soit près de 23 hectares par minute. La dégradation des terres affecte directement 74% des personnes pauvres dans le monde. Le désert progresse de 5 km chaque année dans les zones semi-arides d'Afrique de l'Ouest. Nos peuples fondent beaucoup d'espoir sur nous. Nous n'avons pas le droit de les décevoir. Agissons vite. Selon l'ONU, 40% des terres seraient dégradées aujourd'hui à travers le monde. Ces constats exigent des solutions concrètes pour enrayer l'immigration et conflits intercommunautaires en raison de la compétition autour des réserves naturelles en constante diminution. Dans ces conditions, il est essentiel d'adopter des politiques qui soutiennent la résilience des populations, notamment les plus vulnérables. Il est également essentiel d'accélérer la mise en œuvre des décisions majeures de l'accord de Paris sur le climat. À cet égard, je voudrais réitérer mon appel aux pays développés à réduire davantage leurs émissions de gaz à effet de serre et à tenir l'engagement de mobiliser 100 milliards de dollars par an afin d'aider les pays en développement à réussir leur adaptation au changement climatique et leur transition énergétique. En plus des critiques récurrentes sur la pertinence et la réalisation des projets de la Muraille verte, sur le terrain, seuls 4 millions d'hectares auraient été reboisés sur les 100 millions visés d'ici à 2030, soit 4% de la surface projetée. Pour l'ensemble de la sous-région, vous savez que tous les pays à côté de nous sont soumis aux aléas climatiques, une baisse de production, des problèmes sécuritaires et des sérieux problèmes de sécheresse et d'impact sur les changements climatiques. Donc, in fine, nous attendons à une croissance économique beaucoup plus importante que celle à laquelle nous assistons en ce moment sur les 30 prochaines années, avec cet investissement effectivement de 1 milliard de dollars qui va se faire ressentir dans beaucoup de secteurs économiques. Plusieurs pays d'Afrique subissent déjà des effets liés à la sécheresse. L'Éthiopie, par exemple, connaît depuis 18 mois l'une des pires sécheresses depuis 1981. Selon le Bureau des affaires humanitaires de l'ONU, cette catastrophe a déjà tué près de 1,5 million de têtes de bétail, dont près de 2 tiers en région somalienne. La peste bubonique est la forme la plus fréquente des pestes en milieu naturel
qu'un grand nombre de personnes en ignorent l'existence. Ce virus qui fait le plus souvent suite à l'infection par la morsure des puces infectées provenant d'un rat s'avère aujourd'hui transmissible d'un animal à l'homme. Elle peut également se faire par l'exposition à des liquides biologiques d'un animal mort infecté par la peste. Un médecin vétérinaire invite la population à observer des mesures d'hygiène pour être à l'abri des méfaits de cette peste. Il sensibilise par ailleurs la population à se tenir à l'écart de cette maladie bactérienne mortelle responsable des ganglions, des baisses de la température. Des effets sont perceptibles en ayant 2 à 5 jours d'incubation. Au cas où vous êtes sûr que ce sont des rats, ou ceux qui disent voilà, j'ai été mordu par un rongeur, un rat, il y a trop de pistes, et puis vous remarquez la présence des mesures hygiéniques peuvent s'appliquer. On croit ces médecins, cette infection dans l'organisme humain est susceptible de causer des troubles respiratoires, des frissons et des douleurs musculaires. Généralement, cette maladie est traitée par divers antibiotiques, notamment la gentamicine, doxycycline et chloramphénicol. Tandis qu'en dehors de ces mesures hygiéniques, si les cas sont confirmés au laboratoire, vous pouvez administrer des antibiotiques. Notons qu'à ces jours, la peste a refait surface en République démocratique du Congo, dans la province de l'Ituri. Cette maladie a causé la mort de 2 personnes dans les territoires de Djungu et plusieurs autres cas sont enregistrés dans la zone de santé de Reti en Ituri. 3 morts sur les 3 cas confirmés de la maladie à virus Ebola qui continue à sévir dans la province de l'Équateur. Cette 14e épidémie a fait l'objet de la 52e réunion du Conseil des ministres de vendredi 6 mai 2022. Au cours de cette réunion, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani, avait rappelé au Conseil que les 3 cas suspects avaient été identifiés la semaine du 2 mai 2022, dont 2 à Mbandaka et 1 à Ouangata. Le docteur Jean-Jacques Mbungani a réitéré ses avis émis lors de la 51e réunion du Conseil des ministres afin que le gouvernement soit en mesure de suivre et de gérer cette épidémie devenue récurrente dans notre pays. Joint au téléphone, le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Ouangata, le docteur Titi Bouana, a dit ne pas être habilité à parler. Non, ce n'est pas moi de vous dire ça. Il y a tout un service qui est chargé pour la communication. Donc, c'est pas moi. Et vous êtes médecin directeur de l'hôpital de Ouangata? Oui, je suis médecin directeur, mais il y a un service qui gère. En fait, voilà, c'est une épidémie, hein. Ce n'est pas n'importe qui peut commencer à dire des choses, voilà, tout ça. Non. C'est une épidémie qui est gérée par un comité. Quant au médecin chef de zone de santé de Ouangata, le docteur Bibi Chelaba, il était en séance de travail toute la journée pour évaluer la situation, à l'en croire. Je suis en réunion, maman. La journée d'aujourd'hui, je suis ici. Pour rappel, cette 14e épidémie avait été déclarée le 23 avril 2022 avec un seul cas dans l'aire de santé Motema Pemba de la zone de santé de Mbandaka, qui reste la seule à être touchée parmi les 3 que compte la ville de Mbandaka. La province de l'Équateur a connu 2 épidémies depuis l'année 2018, d'où la nécessité d'élargir le réseau de suivi des contacts afin de stopper la chaîne de contamination. La RDC possède plus de 3/4 des tourbières du bassin du Congo, estimés à 14 milliards d'hectares. D'après les recherches scientifiques, ces complexes de tourbières stockent environ 30 milliards de tonnes de carbone, l'équivalent de 3 ans d'émissions mondiales de CO2. Au regard de l'importance de ces tourbières, la RDC a un atout important pour contribuer à la réduction du réchauffement climatique. Certains scientifiques pensent que le pays doit imposer son leadership s'il veut bénéficier de ces tourbières en termes de revenus. La RDC étant une zone ou un territoire du bassin du Congo où on a une grande étendue avec le Congo-Brazzaville, notre voisin, les tourbières sont très nombreuses. Et malheureusement, si les Congolais de la RDC ne bénéficient pas ce leadership de la tourbière de la RDC. Au contraire, c'est les Congo voisins qui en bénéficient beaucoup, qui prennent ce leadership-là des tourbières du bassin du Congo.
Alors, on ne bénéficie pas. Pourquoi? C'est la faiblesse de nos gouvernants. C'est la faiblesse du leadership dans la sous-région. Or, le bassin du Congo appartient en République démocratique du Congo qui a la grande superficie. À en croire cet expert, il serait aussi juste que les efforts de conservation soient reconnus et valorisés afin que les pays disposent des moyens pour l'amélioration des vécus des communautés locales et des peuples autochtones pour la préservation de cet écosystème. La gestion est nécessaire. Il y a des activités anthropiques qui se font là. Ces activités doivent prendre des situations d'alternatives, c'est-à-dire trouver des solutions aux populations autochtones qui travaillent dans ces milieux-là, qui font la riziculture, qui font la pêche, qui font l'aquaculture ou autres activités, leur donner certains milliers et ces milliers soient protégés. Découverte en 2017, ces zones marécageuses attendaient les tourbières du bassin du Congo jouent un rôle important dans l'équilibre du climat mondial. Mais les menaces de l'exploitation forestière, de l'agriculture et des industries minières pourraient provoquer leur dégradation rapide selon ces scientifiques.